Du coup, on est toujours en direct de Radio Plouf et pendant cette musique, il y a Elder qui nous a rejoint. C'est une DJ, c'est une productrice également. Comment tu vas, Elder? Non, pas productrice. J'invente des trucs. Franchement, je suis fatiguée, là, j'ai un coup de chaud. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Est-ce que ça va? Ça va très bien, et vous? Bah oui, ça va nickel. super. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais au quotidien du coup, parce que j'ai mal présenté? Ouais. Du coup, je m'appelle L2R, de mon vrai nom Léa. Je suis rochelaise et du coup, je suis DJ depuis 3 ans. Ok. Donc j'ai été diplômée de l'UCPA École des DJ l'année dernière. Ok. Et là, du coup, ça va faire 1 an que je me suis lancée à mon compte, donc principalement dans l'événementiel. Donc plus la partie mariage, anniversaire, séminaire d'entreprise, principalement l'été. Après, je continue aussi à tourner en bar, en club, tout ça. Et à côté de ça, cette année, j'ai également monté mon association, mon collectif, La Chétannerie. Et du coup, on organise des soirées électroniques et hard music dans La Rochelle. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est arrivé cet amour entre guillemets, pour la musique électronique? Il s'est passé quoi pour que tu aies envie de faire ça? Parce que c'est tout bête. J'étais confinée avec un ami qui était DJ. On avait les platines et la sono à la maison et je lui ai dit mais apprends-moi en fait. Et du coup, sortie de confinement, je me suis dit qu'est-ce qui m'empêche en fait de faire l'école? Et qui ne tente rien n'a rien. Et aujourd'hui, ça m'a amenée ici et j'en suis très très contente. Parce que du coup, de base, c'était parti pour faire quoi? Enfin, avant le confinement, t'étais dans quoi? Je suis paysagiste à la base. Ok. Donc moi, je tonds la pelouse et je taille des haies. Et ça te sert, tu penses, dans ton activité de DJ? Comment? Ça te sert dans ton activité de DJ, tu penses? Je peux peut-être donner mon avis sur les bouquets de fleurs qu'il y a sur les tables. Bah oui, c'est pas mal. Et donc, avant d'être DJ et de faire ce choix justement pendant le confinement, t'avais quel rapport à la musique? Je pense un petit peu comme tout le monde. Ça va être au réveil, sous la douche, dans la voiture. Quelque chose d'assez classique. Parce qu'après, pour moi, je me suis jamais penchée sur ce sujet. Parce que dans le sens où à l'école, on ne propose pas d'être DJ. Non, carrément pas. C'est pas quelque chose qu'on va te dire de te lancer dans des études ou c'est pas quelque chose de très accessible, sauf si du coup je pense que tu connais quelqu'un là-dedans. Ouais, il y avait personne dans ton entourage. Pas du tout. Ouais. Mais parce que du coup, c'était important pour toi de faire une formation là-dedans parce que tu te sentais plus légitime en tant que femme après avoir eu une formation? Pas spécialement, c'est que en fait je m'étais dit, j'avais 19-20 ans, je trouvais ça dommage du coup de pas continuer des études en sachant qu'il y avait une formation qui se proposait, en sachant qu'elle est gratuite et en alternance, donc ce qui te permet de mettre déjà un pied dans le monde de la nuit, là où d'habitude ce serait peut-être un petit peu plus compliqué, parce que du coup les établissements font moins confiance. Et en parlant du monde de la nuit, est-ce que c'est un monde particulier, le monde de la nuit? Oh oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que nous on le connaît pas trop, le monde de la nuit. Je pense que déjà de travailler avec des personnes qui sont alcoolisées, déjà ça change toute la donne. Okay. Parce que du coup il faut un petit peu jongler avec ce côté-là de les réactions sont un peu imprévisibles, que ce soit des clients, des collègues, des patrons. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à quel genre de réaction par exemple? Oula. Il y a tout. Il y a tout. Je pense que je pourrais avoir de sacrées anecdotes, ouais. Mais ouais. Mais est-ce que sinon, les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu te sens à ta place en tant que DJ féminine? Ouais, complètement. C'est vrai, je pense que je suis arrivée à une époque aussi où ça se démocratise de plus en plus. Et les établissements sont en vraie recherche de mixité aujourd'hui. Okay. Et toi, Séni, tu le vis comment, le monde de la nuit? Un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, moi je me suis senti très à l'aise dans le monde de la nuit de façon générale, donc je sortais beaucoup avant de devenir DJ. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié justement la nuit, il y a une certaine énergie et c'est un peu pour tout le monde, pas forcément que quand tu es en soirée en boîte, mais le fait d'être réveillé la nuit, je sais pas, tu ressens les choses un peu différemment. Et après, moi je vois ça aussi un peu, je trouve qu'il y a un peu une certaine liberté. On se permet de faire plus de choses la nuit qu'en journée. Un peu, voilà. Ouais, les gens sont plus spontanés avec vous. Les gens sont un peu plus spontanés, c'est la nuit. On va dire que le politiquement correct, ils sont en train de dormir. C'est vrai qu'il y a moins de filtres. Voilà, il y a moins de filtres. Et je trouve que c'est un monde qui est particulier, mais moi je m'y sens assez bien. Et après c'est vrai que faut savoir aussi faire attention et doser
parler de l'alcool, Oui. il y a les drogues, il y a l'alcool, etc. À chacun aussi de savoir Doser, ce qui est bon pour lui et doser, et voilà, faut faire attention à soi quand même. Et aussi, L2R et CENI, vous êtes dans des métiers où il faut être tout le temps hyper créatif. Est-ce que vous avez ce syndrome, entre guillemets, de la page blanche? Comment vous le vivez? Je sais pas comment ça se passe, si vous avez des moments où c'est vraiment compliqué de créer et vous devez faire une pause. N'étant pas productrice, j'ai pas trop ce souci-là. Parce que du coup, la plupart des événements que je vais réaliser, j'ai une fiche de route à tenir. Donc, je suis assez orientée et derrière, faire des recherches, du coup, c'est assez simple. Donc c'est-à-dire que là, t'arrives à un événement et les gens, ils te disent moi, je vais vouloir écouter ça ce soir. C'est un peu l'idée, ouais. On va me donner une piste ou alors un thème à respecter, quelque chose par rapport même que ce soit à la tranche d'âge de la clientèle, par rapport à l'endroit où on va être, par rapport si c'est un événement en extérieur, en intérieur, on va chercher une énergie différente et du coup... Parce que toi de base, tu te considères plutôt dans quel style C'est vrai que j'ai un style très éclectique. Parce que du coup j'ai commencé en alternance dans un bar ambiance pop urbaine, rap, afro, chata. À côté de ça, j'ai été résidente dans un gros club sur Nantes qui était un peu plus tourné électro, commercial. Après, je fais aussi bien des soirées chata que des soirées guinguettes années 80-90, sur du vinyle, sur du numérique. Donc, Mais est-ce que ça te rassure pour l'instant quand tu commences en tant que DJ, d'être rassuré entre guillemets et d'arriver chez tes prestataires, je sais pas comment tu les appelles, et d'avoir une sorte de fiche de route sur ce que tu vas faire le soir où tu arrives? Ouais, ça me rassure complètement et c'est quelque chose que je vais demander. En général. Mais est-ce que, je sais pas, dans quelques années, tu aimerais plutôt te libérer un peu plus et être d'autant plus créatif et faire tes propres... vraiment avoir plus son univers à toi, c'est une envie pour toi? Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté mon association, La Chitanerie. Est-ce que du coup, tu veux nous parler de cet asso un peu pour qu'on comprenne ce qui se passe? Pourquoi pas. Du coup, on a monté ça l'année dernière. On a fêté les 1 an en août. Et en gros, ce qu'on voulait créer, c'était vraiment un événement pour les copains, fait par les copains, que ce soit très familial, que tout le monde s'y sente à l'aise. Et du coup, à côté de ça, pouvoir donner l'opportunité à des DJ qui ont beaucoup de talent, mais qui potentiellement sont coincés dans leur chambre, de leur donner justement cette visibilité et l'occasion de pouvoir se produire en public. Donc de chercher les petites pépites qui sont cachées. Et parce que c'est vrai que du coup, pour tous ceux qui n'auraient pas fait d'école ou qui n'auraient pas forcément les connaissances de base mais qui ont beaucoup de talent, le démarchage du coup en club est assez compliqué. Il faut des contacts. C'est ça, les portes restent assez fermées par peur et par manque de confiance. Donc de pouvoir donner cette opportunité-là, ça crée de belles rencontres, de belles énergies et c'est très chouette. Et justement, comment vous allez chercher ces petites pépites? Parce que du coup, vu qu'ils sont un peu cachés, vous avez quelqu'un qui s'occupe d'aller repérer les DJ? C'est beaucoup de demandes spontanées par les réseaux. Donc nous, après, ça me tient à cœur de répondre à toutes les demandes, de vraiment pas de laisser en vue ou sans explication. Parce que pour l'avoir un petit peu fait, de ne pas avoir de retour, c'est au moins de comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, après, on rencontre toutes les personnes. Parce que justement, on a vraiment envie qu'il y ait cet échange et que humainement, on soit sur la même longueur d'onde. Et à partir de ce moment-là, on fonce et puis on leur donne un petit créneau. Parce que du coup, on organise une soirée par mois. Qui se passe sur La Rochelle ou pas forcément? Sur La Rochelle, pour l'instant. Toujours dans la même salle du coup? Non, du coup, le but aussi, c'était vraiment de pouvoir ramener un petit peu ce côté... parce que du coup, les bars de La Rochelle, depuis quelques années, se sentent un peu lésés et sont un petit peu en perte de chiffre d'affaires en général. Et du coup, le but aussi, c'est vraiment de pouvoir dynamiser tous les établissements. Donc on fait aussi bien bar que boîte, on est un petit peu partout. Ouais, pour tous les deux, c'est important de faire différents formats de scènes, que ce soit en termes de nombre, en termes de type de lieu. Oui, je trouve que c'est important de proposer des choses qui peuvent être différentes. Et après aussi, il faut se dire aussi, il y a des réalités. Quand on a un collectif, produire un événement 100% produit par nous-mêmes, donc trouver le lieu, amener la sono, mettre le bar en place, etc. C'est pas la même chose que d'avoir un deal avec un bar qui te prend, où il y a tout qui est là et tu mets juste ta clé USB, tu as amené les gens. Donc je pense qu'il faut savoir un peu aller entre les deux, sachant qu'il y a peut-être des dates qui vont être un peu plus pour remplir les caisses, d'autres dates où on va vraiment s'exprimer et vraiment créer une atmosphère, une ambiance qui va nous ressembler.
Donc je pense que c'est important. En tout cas, nous à Abidjan, on essaye avec Jaouli on amène les gens, on les a amenés dans des pizzerias, dans des espaces de jeux pour enfants, dans des villas abandonnées. On essaye de varier un peu les expériences un peu. Mais le but, c'est quand même de créer une expérience et une vibe qui change de ce que les gens ont l'habitude de voir. Ok. Mais on va continuer notre discussion, on va faire une petite pause musicale parce qu'il y a Pat Cala et Joséphine, enfin Enfants du Soleil, qui nous ont rejoints sur le plateau de Radio Plouf. On va se quitter en musique avec justement un morceau de Pat Cala. C'est Il fait beau sur la pluie et on écoute tout ça, on écoute ça tout de suite sur Radio Plouf. Papa, il fait gris sur le monde. Mais il fait beau sous la pluie. Hey, hey. Oh, my Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Papa, je peux te poser une question? Oui, mon cœur, dis-moi. C'est quoi pleurer? Ah bah t'en as des questions. Pleurer, c'est une rivière au fond des yeux qui déborde quand il pleut. Pleurer, c'est dessiner la mélancolie avec un pinceau tout gris. Pleurer, c'est déranger les anges qui dorment sous tes paupières. Ils secouent leurs ailes toutes mouillées et vont au soleil se sécher. Pleurer, c'est laver ton âme, secouer la poussière de tes drames et rire comme une éclaircie. Il fait beau sous la... Ah, et belle mouna, belle mouna. Ah, et belle mouna. Ah, et belle mouna, belle mouna. Ah, et belle mouna. Et donc rebonjour à tous, on est en direct de Radio Plouf. Nous recevons actuellement Pat Cala et Joséphine, Enfants du Soleil. Donc pour les présenter, Enfants du Soleil, c'est du tatouage. Donc tu es en tatouage depuis le début du week-end ici au festival Boire la Tasse. Comment ça se passe ? Ça s'est super bien passé, franchement j'ai passé un très bon moment. Là je suis fatiguée de ouf, je sais pas si je vais réussir à dire des trucs très intéressants. Mais du coup j'ai bien tatoué, j'ai rencontré plein de gens sympas. Franchement La Rochelle, vous êtes grave cool. Et je reviendrai, parce que j'ai eu plein de demandes, j'ai dû refuser des gens. Donc je reviendrai faire des guests dans la région. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement de tatouer des gens dans ce genre d'événement ? Je fais des événements de temps en temps. Sinon je tatoue dans un salon classique à Paris. Mais j'aime bien aussi, ça change de vibe. C'est challengeant, c'est hyper formateur en vrai. Parce que se concentrer avec les boum boum et tous les gens qui te regardent et tout, c'est assez intimidant du coup ? Un peu, mais en vrai, moi je suis tellement concentrée sur ce que je fais qu'au final j'oublie qu'il y a du monde. Mais ouais, c'est un autre truc qu'en salon quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as commencé le tatouage ? Ça fait pas longtemps, j'ai fait mon premier tatou en janvier 2024 et j'étais à Abidjan. Ah oui. J'ai commencé à Abidjan en fait, parce que je me tourne vers Séni parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Okay. Et c'est aussi là-bas que j'ai rencontré Titouan et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok, il se passe les choses à Abidjan en fait. Ouais, allez à Abidjan en fait. Il se passe beaucoup de choses. C'est le début de votre vie à Abidjan. Ça marche, c'est noté. C'est très drôle du coup parce qu'on est dans la même team. J'ai commencé à tatouer en mars aussi. Et je rentre dans un salon en octobre sur La Rochelle, on pourra faire des échanges. Incroyable. Bah grave. Et donc avant de tatouer, t'avais déjà un rapport à l'art, au dessin par exemple, ou à ce genre de choses ? Ouais, j'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis petite et après j'ai fait une école d'art, formation graphiste, j'étais directrice artistique avant de faire du tatou et je savais que je voudrais pas rester dans la publicité trop longtemps parce que c'était pas assez humain pour moi. Je cherchais un truc avec plus de contact social et tout et je pense que le tatou ça marche bien pour l'art et l'humain quoi.
Et est-ce que t'es dans un lieu hyper créatif comme Born-la-Tasse, le festival Born-la-Tasse, est-ce que ça te met dans un mood particulier et il y a plein de choses qui viennent dans ta tête et qui t'aident à créer d'autant plus au niveau du tatouage? Ouais, en vrai, c'est archi inspirant parce qu'il y a plein d'artistes dans tous les domaines. Et ça aide, je trouve, de toujours rencontrer plus de gens et plus de formes d'art et de façons de créer. Donc, ouais. Ok, et donc à nos côtés, on a également Pat Kala. Donc Pat Kala, tu as sorti ton dernier son Touché Collé en feat avec Barzo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, le gars, il a étudié le truc, quoi. Un petit peu. Bah ouais, écoute, ça fait des années que je bosse un peu avec tous les DJ à travers le monde qui m'appellent pour des featuring. Donc je suis obligé de faire un petit peu de tri parce qu'il y a des choses où j'accroche pas trop avec mon univers. Et c'est vrai que Barzo, qui est d'Amérique du Sud, est quelqu'un qui m'a touché. Puis il travaille beaucoup avec Nicodemus, qui est un DJ de Brooklyn. Qui tourne, un producteur aussi, et qui produit comme ça des DJ, tout ça. Et puis nous, on bosse beaucoup ensemble. Et donc, il bosse avec Barzo bosse avec Nicodemus. Et puis j'ai fait ce morceau Touché Coulé parce que je trouvais ça sympa. Il m'a proposé une prod qui m'a mis du soleil un peu dans la tête. Donc j'ai fait ça et j'ai accepté de bosser avec lui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce son? Ça parle de quoi? Ça parle d'amour, ça parle d'acceptation de soi, ça parle de quoi ce morceau? Ouais, c'est ça. Si on se donnait, si on pouvait toucher ton petit cœur, parce que je trouve qu'en ce moment, le monde, il manque un peu d'émotion. On a l'impression que plus ça va, plus les gens sont dénués d'émotion. Dans la violence, dans la violence psychologique qu'on a les uns envers les autres, dans la violence même physique. Je trouve que ça manque un peu d'émotion, quoi. C'est pour ça que moi j'aime bien dans mes morceaux remettre un petit peu que l'émotion soit un petit peu là au milieu, quoi, la conscience et l'émotion, quoi. Et est-ce que vous aussi, Séni, L2R et Joséphine, vous ressentez ça, que les gens ils sont un peu ça va pas trop en ce moment, quoi? À qui le dis-tu? Ok. Ouais, je pense ça aussi. Et on le voit dans les événements, ce qui se passe actuellement. Il y a quand même pas mal de zones de conflit, pas mal de guerres, pas mal d'anxiété, pas mal de fascisme qui monte partout. On le ressent, hein, on peut pas l'éviter. Donc c'est là que votre rôle il est hyper important pour essayer de faire passer du bon temps aux gens. C'est ça, amener un peu de couleur dans un tableau qui devient noir et blanc, quoi. On est là pour ça. Et donc quand vous faites des sets ou du live, ou aussi que tu en soi donnes un peu de plaisir aux gens à travers tes tatouages, est-ce que parfois vous prenez conscience vraiment du fait de les aérer leur esprit, de leur donner un peu de sourire? Complètement. Je vis que pour les sourires et les remerciements en fin de soirée. C'est de voir leurs yeux remplis d'étoiles c'est magique. Ouais, c'est sûr qu'on se nourrit de ça. On n'est pas tout seul, mixé tout seul dans sa chambre, ça n'a rien à voir que de partager une énergie avec les gens qui sont en face, même leur faire découvrir des sons. Et quand on a des collectifs et tout, c'est aussi des lieux de rencontre entre les artistes d'une ville. Donc c'est aussi peut-être créer des ponts, faire découvrir certaines sonorités qui peuvent inspirer des producteurs locaux, créer même des collaborations et tout. Donc moi je vois un peu les soirées comme un hub dans une ville, parce que les artistes sont très souvent dans les soirées en vrai, que ce soit musical, visuel, etc. Donc il y a un peu aussi ce melting pot qui se fait et c'est un lieu de rencontre, je trouve. Ok. Et donc toi, tu l'as dit tout à l'heure, t'es en salon de tatouage, Enfant du Soleil. Et donc vous êtes plusieurs dans votre salon? Ouais, on est 9 tatoueurs et tatoueuses. C'est pas mon salon, hein, c'est oui, dans le salon où tu exerces. Ouais, le shop d'un pote. Et c'est pareil, il y a plein de manières de tatouer, plein de styles de tatou, et c'est trop bien de s'inspirer les uns les autres et de s'aider. Ça influe forcément. Ouais. Et j'ai la chance en plus d'être dans un salon où on est tous franchement hyper bienveillants.
ce qui n'est pas encore 100% le cas pour le monde du tatou, mais pour plein d'autres mondes en fait. Mais ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Non mais t'inquiète, j'ai une autre question pour toi, t'inquiète pas, je suis là. Est-ce que... désolé, t'inquiète, on va te lâcher parce qu'il faut que t'ailles faire dodo peut-être. T'inquiète. Est-ce que tu ressens que quand les gens ils viennent se faire tatouer, c'est pas forcément juste pour le style, mais c'est peut-être aussi une forme... Enfin, il y a peut-être autre chose qu'ils viennent chercher derrière le tatouage, ce qu'ils viennent chercher une forme de réparation, j'en sais rien. Ouais, je pense que c'est rarement juste pour le style. Ça existe et c'est grave ok, c'est trop bien aussi. Mais il y a toujours... De toute façon, déjà, le moment du tatouage, c'est tellement un moment intime et un partage avec la personne qui te tatoue que faut bien choisir son ou sa tatoueuse, je pense, pour passer un moment... En fait, c'est un truc qui va rester à vie sur toi et c'est... vraiment un truc magique dans ce métier. Enfin, je voulais dire ça tout à l'heure aussi quand vous parliez de redonner un peu le sourire aux gens et tout. Ouais, ça fait du bien. Pat Cala, tu exerces en solo mais aussi en groupe, c'est ça, avec le Super Mojo? Ouais, en solo, on va dire, parce que je suis conteur aussi à côté. Je raconte des histoires de ma moitié de poulet, comme je dis. Ma moitié de poulet, c'est l'Afrique, ma moitié de poulet, c'est ici. Voilà, donc je suis un poulet bicyclette, je roule tout le temps, quoi. Je suis toujours à vélo entre mes deux cultures. Voilà, c'est un peu schizophrénique, bon bref. Et du coup, donc je suis conteur, donc je travaille beaucoup en solo, je travaille en solo avec les DJ un peu partout. Et puis en groupe aussi, parce que je fais partie d'un collectif un sound system qui s'appelle Voilà. Voilà Sound System, je suis le chanteur de Voilà. Et donc avec le Super Mojo que j'ai monté il y a 8 ans maintenant. Je voulais un petit peu, au début on était super nombreux, il y avait des cuivres parce que je voulais imiter les orchestres des années 70-60 africains comme Franco and the OK Jazz, tous les papas quoi, Rochereau, Kabasele, même les orchestres du Cameroun. Et en fait, comme on était nombreux, on pouvait pas avoir beaucoup de dates, donc j'étais obligé de virer les cuivres. Enfin les virer, c'est-à-dire que c'est les potes, mais j'étais obligé d'enlever les cuivres. Et du coup, maintenant, on est toujours dans cet esprit-là, afro-disco, mais on est 6. Voilà. Et aussi, je crois que pendant 15 ans, tu as eu un spectacle de contes, justement. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ce spectacle ? Ouais. Non, mais vous m'impressionnez, quoi. Ah ouais, vous savez. Ils ont bossé. Ça, c'est des... Franchement, bravo. C'est un vrai travail de journaliste. Trop bien. Ouais, bah, j'ai eu un spectacle de contes qui s'appelait Conte and Soul, qui était adressé aux enfants, où on faisait des contes traditionnels d'Afrique, slamés et mélangés avec des musiciens où j'avais créé tout un univers de soul music, soul jazz. Et ça a tourné pendant 15 ans dans toutes les écoles de France et France métropolitaine, quoi. Et ouais, c'est quelque chose d'important pour toi de toucher aussi ce public-là. T'as fait un album aussi, je crois, pour les enfants. Pourquoi cette volonté spécialement d'aller toucher un public jeune ? Parce que moi, j'aime bien toucher les nouvelles générations et je trouve que chez les enfants, il y a une espèce d'innocence qui me touche beaucoup. Ils trichent pas, il y a une espèce de... S'ils aiment pas, ils vont dire « Ah non, mais c'était nul ton truc ». Tu vois, il n'y a pas comme chez nous, t'as pas toute la diplomatie. Par contre, quand ils kiffent, c'est extraordinaire, quoi. Ils sont... Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on retrouve aussi dans le monde de la nuit avec les personnes bourrées ? Ouais, finalement, on s'en rapproche un petit peu. Hein. Des grands enfants. Des grands enfants, ouais. Moi, j'ai une petite question pour Pat Cala. Déjà, c'est ton père ou ta mère qui est camerounais ? C'est mon père. C'est ton père ? Et on parle souvent des 3C, donc la Côte d'Ivoire, le Congo et le Cameroun. Souvent chez nous, on dit que les Ivoiriens, c'est la belle famille. Hein. Ouais, je sais qu'il y a une relation d'amour et de haine entre les Camerounais et les Ivoiriens. Moi, je suis mort de rire. Quand je vais sur les réseaux, sur les réseaux dès qu'il y a un souci, t'as l'impression que la guerre est déclarée. Clairement. Autour du foot, beaucoup. T'as l'impression que la guerre est déclarée et 6 mois après, ça mange la tchéké. Exactement. Et ça te dit « Ah, on n'a jamais fâché, nous, non ?» Et justement, Céline, il a posé une question, il a parlé de ton père, ton amour pour la musique, elle remonte à ton enfance. Pas de Cala, il s'est passé quoi ? Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai été élevé, mon grand-père était pasteur. Mon grand-père camerounais était pasteur, donc j'ai été élevé avec la Bible, les chants traditionnels camerounais, parce que j'ai eu la chance
de faire des chorales traditionnelles du Cameroun quand j'étais petit. Donc j'ai été baigné dans la musique très tôt, et puis il y avait le chef de chœur était un vieil homme qui s'appelle le vieux Yango, et son fils qui était à Lyon nous a initiés aux chorales camerounaises, et c'était un gars qui mélangeait les chants traditionnels de Douala avec le style protestant. Et avec aussi, il aimait beaucoup Bach, donc dans ses compositions, il mélangeait tout ça, et ça donnait des compositions autour de Dieu qui étaient magnifiques, quoi. Et il faisait chanter ça aux mamans, à nous, donc on chantait ça. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique, donc par ce biais-là. Et puis tous les Makossa que mon père écoutait quand j'étais petit, tous les Makossa années 80, Toto Guillaume. Voilà, et Cambi Brillant, toute la tradition camerounaise du Makossa. Et puis après, un peu Côte d'Ivoire, la période un peu Zouglou, tout ça machin. J'ai trouvé ça hyper bien parce que j'ai fait un peu de percussion aussi traditionnelle avec à la fois Mali, Guinée et puis Côte d'Ivoire aussi, un peu le style Côte d'Ivoire qui est très rapide et tout. Et puis voilà, puis surtout beaucoup aussi influencé par Fela et le Congo, quoi. Parce que tout part de là, quoi. Tout part de la base, c'est l'Afrique, quoi. C'est clair. Après, tout ce qui est cumbia, tout ce qui a, là où les esclaves, on les a posés, ils ont toujours réussi à renaître de leurs cendres en créant autre chose. Et j'ai trouvé ça, c'est pour ça que ça me passionne, quoi. Et c'était des périodes qui étaient super riches dans les années 70-80. Et justement, je pense que c'est dans ces années-là qu'il y a eu un rapprochement entre... C'était musical entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun et le Congo. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes congolais et camerounais qui venaient enregistrer en Côte d'Ivoire ou même se produire là-bas. Parce que je pense que il y a un peu plus d'argent en Côte d'Ivoire. Et je trouve que c'est une période qui a été très riche. Moi, aujourd'hui, ma copine, elle est franco-camerounaise et elle a une collection de vinyles, en fait. Celle qui me fait vraiment découvrir le Makossa, etc. aujourd'hui. Et je trouve que... je vais venir chez toi en Côte d'Ivoire, là. Là, il faut que tu viennes. Faut que tu viennes. Mais en plus, c'est vraiment tous les artistes des années camerounais, des années 80, il fallait absolument que tu ailles... si tu étais validé par la Côte d'Ivoire, c'était bon. Ouais, c'était vraiment tous les artistes africains, si ton son était validé en Côte d'Ivoire, après, c'est parti, quoi. Ouais, ça partait. Et donc vous vous êtes construits artistiquement tous plutôt assez jeunes. Est-ce que encore aujourd'hui il y a des nouvelles influences qui peuvent arriver d'un coup, parfois des chocs musicaux ces dernières années pour vous ? Toujours, à tout moment. Moi, dernièrement, ceux qui vraiment m'ont mis une claque, c'est ceux qui viennent du Portugal à Lisbonne, qui font la batida, qui est une évolution du kuduro. Je trouve que c'est la version, en tout cas à mon goût, la plus élaborée de l'afro-électro. J'adore, et j'ai l'impression que c'est des jeunes qui sont allés en rave, qui ont écouté beaucoup de house, beaucoup de techno, mais qui ont travaillé un genre musical. C'est vraiment la descendance du kuduro, mais en beaucoup plus travaillé. Moi, j'adore. Dès que c'est percussif, je suis d'accord, complètement. Et puis, il y a des styles, des fois, au fin fond de la Tanzanie ou du Kenya, où, par contre, les BPM, toi, c'était au moins... Pas très longtemps. Ouais, parce que je vais monter sur scène dans 5 minutes. Ouais, et du coup, des fois, il y a des styles qui naissent comme ça, des fois, dans des zones hyper reculées, et c'est monstrueux. Bon, moi, il faut que je vous laisse, faut que j'aille monter sur scène. Mais justement, on va pouvoir se quitter en musique. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre le bon morceau. Tu te sens comment pour ce soir? Tu te sens bien pour ce soir, du coup, Pat Kala? Tu vas passer sur scène? Ouais, il va falloir que je fasse un petit sas de décompression de 1 minute 30, mais ça va. Ok. On va te laisser décompresser. On va continuer justement en musique avec Pat Kala sur Radio Plouf.
l'avenir.